Dans cette vidéo de mécanique, on va regarder le lien qui existe entre quantité de mouvement, deuxième loi de Newton et système isolé ou pseudo-isolé. Donc avant toute chose, je vais te redéfinir ce qu'est la quantité de mouvement d'un système. Donc tu sais, quand tu as un système, tu vas t'intéresser à son vecteur vitesse. Ok, un système de masse petit m, tu vas t'intéresser à son vecteur vitesse v, vecteur v. Parce que le vecteur vitesse, c'est lui qui caractérise le mouvement. Et bien ces deux paramètres mis ensemble, ils vont te construire un troisième paramètre qu'on va nommer petit p, ok, p minuscule, et qui est égal au produit des deux paramètres, donc m fois v, tu vois. M fois v, c'est petit p, en fait, le vecteur petit p, et c'est lui qu'on appelle le vecteur quantité de mouvement. Donc la quantité de mouvement du système, c'est le produit de sa masse par son vecteur vitesse. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on va se dire, c'est qu'on va redonner la définition ou la relation de la deuxième loi de Newton. Alors moi, tu vois, en préambule, je ne sais pas si tu as vu sur ma page de présentation de la vidéo, deuxième loi de Newton, j'ai appelé ça PFD. Alors PFD, ça veut dire quoi PFD? Ça veut dire principe fondamental de la dynamique. Donc tu as des bouquins ou tu as des profs qui appellent la deuxième loi de Newton principe fondamental de la dynamique. Tu vois, et puis dans le supérieur, on appelle ça plutôt principe fondamental de la dynamique. On ne dit pas vraiment deuxième loi de Newton. Donc tu vois, on retrouve les trois lettres PFD. Moi, dans mes vidéos, tu vas souvent m'entendre dire PFD. C'est plus court que de dire deuxième loi de Newton, tu vois. Donc, quoi qu'il en soit, que dit la deuxième loi de Newton? Alors, je vais te l'énoncer. Je vais t'écrire la propriété que tu as certainement déjà vue dans ton cours. Et puis après, on va la décrire un petit peu ensemble. On va dire un petit peu à quoi correspond chaque paramètre et comment on peut concevoir cette relation donc de la deuxième loi de Newton. Donc voilà la relation, ok? On la lit ensemble. Dérivée de petit p, tu vois, petit p est la quantité de mouvement. Donc ça veut dire dérivée de p par rapport au temps. Ok? Dérivée de p par rapport au temps. Petite parenthèse, en maths, tu es souvent habitué à écrire f' de x, la dérivée de la fonction f par rapport à la variable x. Bon, en fait, la vraie notation de f' de x, la vraie notation mathématique, ce serait plutôt ça, tu vois. Ça, c'est la vraie notation de la dérivée de f par rapport à x. C'est une notation. Après, on utilise cette notation-là au lycée parce que c'est une notation simplifiée qui est plus facile à manipuler, tu vois. Mais en fait, la vraie notation, c'est df sur dx, qui signifie dérivée de f par rapport à la variable x. Donc ça, déjà, pour commencer, aie bien conscience que ça désigne une dérivée. Donc là, dans la relation, on désigne la dérivée du vecteur quantité de mouvement par rapport au temps. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que là, on s'intéresse à une variation, parce qu'une dérivée, c'est une variation infinitésimale, variation de la quantité de mouvement au cours du temps. Tu vois, on s'intéresse à la variation de la quantité de mouvement au cours du temps. Quand on marque dérivée de p par rapport au temps, on caractérise la variation. Et en fait, on dit que la variation, du coup, à quoi est-elle égale? Elle est égale à la somme des forces extérieures. Donc ça, c'est la résultante de toutes les forces extérieures appliquées au système. Résultante de toutes les forces extérieures appliquées au système. Extérieures appliquées au système. Donc la résultante, en fait, c'est la globalité de toutes les forces quand tu fais la synthèse de tous les vecteurs force, tu vois. Et en fait, maintenant, comment je peux t'expliquer cette relation simplement, histoire que tu comprennes pourquoi on peut poser cette relation? Ben, en fait, cette relation, tu peux la comprendre par exemple en disant que quand tu appliques des forces extérieures à un système, ben, éventuellement, tu vas faire quoi? Tu vas faire varier sa quantité de mouvement. Tu vois? C'est-à-dire, si tu considères que cette calculatrice est posée comme ça, sur ma main en équilibre, si je la pousse, tu vois, je lui applique une force extérieure là, avec mon doigt, t'as vu? Je lui applique une force extérieure et qu'est-ce qui se passe? Je la mets en mouvement. En lui appliquant une force extérieure, je fais varier sa quantité de mouvement parce que là, elle est immobile. Et puis là, ce qui se passe, c'est que je lui donne un mouvement. Tu vois, je lui donne, du coup, je lui donne une vitesse vers ma gauche à moi, quoi. D'accord? Donc, quand j'applique une force extérieure, éventuellement, je peux faire varier la quantité de mouvement d'un système. Ok? Voilà comment moi je te propose de considérer cette écriture
de la deuxième loi de Newton, du principe fondamental de la dynamique. Et on est vraiment sur le principe fondamental de la dynamique. Tu vois, la dynamique, c'est la mise en mouvement par des forces. Et en fait, le principe fondamental, c'est que quand tu appliques des forces, éventuellement, tu peux faire varier ou tu peux modifier le mouvement d'un système, l'état d'un système par rapport à son mouvement. Ok? Donc voilà, ça c'est la deuxième loi de Newton. Ok pour ça? Et le vecteur petit p, on l'a détaillé juste avant, c'est la quantité de mouvement, c'est m fois v. C'est des trucs super importants. C'est pour ça que je te fais une vidéo exprès sur ça. Tu vois, je prends le temps d'essayer d'expliquer au maximum parce que ces relations, on va les retrouver dans un ou deux gros dossiers en fait qui concernent la mécanique. On va les retrouver quand on va parler d'accélération et puis on va utiliser ça aussi quand on va parler de la conservation de la quantité de mouvement, ce que je vais te montrer juste là. Mais pour te montrer ça, je te parle maintenant de deux nouvelles choses, deux nouvelles définitions à connaître. Alors la première, c'est système isolé. Qu'est-ce qu'un système isolé? Qu'est-ce qu'on considère être un système isolé? Ben, c'est un système qui n'est soumis à aucune force extérieure. Voilà, il n'est pas soumis à des forces extérieures, soumis à aucune force extérieure. Et du coup, s'il a aucune force extérieure, qu'est-ce que tu peux dire du coup de la somme des forces extérieures, c'est-à-dire la résultante de toutes les forces extérieures appliquées au système? Bah, s'il n'en a aucune, ça veut dire que la résultante de toutes ces forces extérieures inexistantes, c'est le vecteur nul. Bon, c'est logique ça. Aucune force extérieure, tu vois. Du coup, vecteur nul. On est OK? Et système pseudo-isolé, donc ça va pas être tout à fait pareil qu'isolé, tu comprends bien, parce qu'on met pseudo-isolé, mais s'il est pseudo-isolé, c'est-à-dire qu'il y a quand même un rapport. Probablement que la conséquence va être la même, tu vois, c'est-à-dire c'est ça la conséquence. Pourquoi elle va être la même? Parce que la définition du système pseudo-isolé, c'est un système soumis à des forces extérieures qui se quoi? Qui se compensent. Donc soumis à des forces extérieures qui se compensent. Voilà. Et si les forces extérieures se compensent, extérieures qui se compensent, si elles se compensent, ça veut dire que leur résultante, donc la somme des forces extérieures, c'est ce que j'appelle la résultante, elle est aussi égale au vecteur nul, puisque les forces se compensent. Tu vois, c'est comme quand tu prends l'exemple d'un objet comme une bouteille posée sur une table. Ta bouteille est immobile, mais pourtant la bouteille, elle est soumise à son poids, donc un vecteur qui va vers le bas. Et puis la table, donc ton support, exerce une force orientée vers le haut, exactement égale au poids, mais opposée en termes de sens, tu vois. Et du coup, ta bouteille, bah, elle est immobile, elle s'enfonce pas dans la table, elle s'enfonce pas dans le support. Ok? Pourquoi? Bah parce que la somme des forces extérieures appliquées sur la bouteille dont je te parle, elle est égale au vecteur nul. Ça marche? Donc là, on a des forces extérieures qui se compensent. Et la résultante, du coup, c'est le vecteur nul. Donc dans tous les cas, que tu sois avec un système isolé ou un système pseudo-isolé, dans tous les cas, tu te retrouves avec somme des forces extérieures égale vecteur nul. T'as vu? Donc maintenant, on va faire la synthèse de tout ça. C'est-à-dire, on va regarder qu'est-ce qui se passe quand tu prends un système isolé ou pseudo-isolé et que tu mélanges ça à la deuxième loi de Newton, au PFD. Le PFD, qui, je te le rappelle, dit que la variation de la quantité de mouvement par rapport au temps égale la somme des forces extérieures. Qu'est-ce qui se passe quand je vais mixer ces deux choses-là? Ah oui, j'aurais dû aussi te rappeler que du coup, système isolé ou pseudo-isolé me permet d'écrire que la somme des forces extérieures égale le vecteur nul. Ok? Donc qu'est-ce qui se passe quand je fais le lien entre ça et ça? Bon bah tu as tout de suite compris que somme des forces extérieures, il apparaît ici, et comme il vaut 0, bah du coup je vais pouvoir dire et déduire que la variation de la quantité de mouvement par rapport au temps, c'est égal au vecteur nul. Puisque c'est censé être égal à la somme des forces extérieures, et puisque la somme des forces extérieures égale le vecteur nul, bah du coup, la dérivée de P par rapport au temps égale le vecteur nul. Est-ce que tu as suivi le raisonnement? On fait vraiment le lien entre les deux informations, système isolé ou pseudo-isolé, et le PFD. Qu'est-ce qui se passe du point de vue du PFD quand je suis en système isolé ou pseudo-isolé? Bah, il se passe ceci. Et qu'est-ce que ça veut dire que la dérivée
de la quantité de mouvement par rapport au temps vaut 0. Quelles sont les fonctions en maths qui te donnent 0 quand tu les dérives? Bah, c'est toutes les fonctions constantes. Tu vois, si tu prends f de x égale 2 et que je te demande sa dérivée f', tu vas me dire bah, c'est 0. Idem, si je te prends f de x égale pi, pi est une constante, tu vas me dire ouais, bah ouais, f' c'est 0. Ok? Pareil, si je te prends f de x égale moins 10, tu as compris le truc? À chaque fois, tu sauras me dire en mathématiques que la dérivée d'une constante c'est 0. Et bien là, on va le faire dans l'autre sens. Si la dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps, c'est 0, vecteur nul, mais voilà, tu as compris 0, alors qu'est-ce qu'on va dire? Ben, on va dire que le vecteur quantité de mouvement est constant. Ok? Le vecteur quantité de mouvement est constant. Pour que sa dérivée soit égale au vecteur nul, il faut que le vecteur lui-même soit constant. C'est-à-dire, on dit que P se conserve pour un système isolé ou pseudo-isolé. La quantité de mouvement d'un système isolé ou pseudo-isolé se conserve. Bon, ça, on va l'appliquer en fait dans des exos qui met en jeu justement bah, la conservation de la quantité de mouvement pour des systèmes isolés ou pseudo-isolés. Je te le montre dans une autre vidéo. Là, en fait, l'objet de cette vidéo, c'était juste de faire la synthèse un peu sur système isolé ou pseudo-isolé, PFD et quantité de mouvement, donc la définition de base de la quantité de mouvement. Ok? Donc je t'en dis pas plus, je voulais juste te montrer ce résultat du cours que tu dois connaître et retenir parce qu'on va en avoir besoin pour des exos. Et si tu veux voir une application concrète avec un exo ou un extrait T-Back, bah regarde mon autre vidéo sur application de la quantité de mouvement, enfin de la conservation de la quantité de mouvement pour un système isolé dans un extrait d'exercice bilan T-Back. Ok? Voilà, allez, à bientôt, travaille bien, ciao.